Corse, Prosper Alfonsi du MRG est élu président de l'Assemblée régionale. Beyrouth, il n'y a plus d'obstacle au départ des Palestiniens, les para-français arriveront demain matin. Une femme dans l'espace, c'est la deuxième de l'histoire, elle est soviétique. Le football français éclaboussé par le scandale de Saint-Étienne, la fédération veut maintenant faire le ménage. Bonsoir. La Corse a un président pour son assemblée régionale, c'est Prosper Alfonsi du mouvement des radicaux de gauche. Il a été élu en fin de matinée, dans le calme, et cela contraste avec la série d'explosions qui a secoué l'île la nuit dernière. Le scrutin était très incertain jusqu'au bout puisque Prosper Alfonsi n'a été élu qu'au 3e tour. Auparavant, aucune majorité claire ne s'était dégagée. Et finalement, la gauche a fait bloc jusqu'au bout sur le candidat du MRG. Oui, on va l'entendre. On va l'entendre de nouveau. Excusez-nous, je crois qu'il y avait un petit problème de son sur ce sujet, donc sur les élections en Corse. Je crois maintenant que nous pouvons écouter ce sujet où vous allez voir l'élection donc de Prosper Alfonsi du MRG qui a été élu ce matin président de l'Assemblée régionale Corse. Les explications de Philippe Arroir. Ensuite, on a obtenu M. Jean-Paul de Rocazère 20 voix, M. Prosper Alfonsi 23, M. Joros 6, M. Edmond Siméon 9. M. Alfonsi a obtenu le plus grand nombre de voix et proclamé élu. Il aura fallu 2h30 seulement et 3 tours de scrutin aux 61 membres de l'Assemblée de Corse pour élire leur nouveau président, Prosper Alfonsi, 62 ans, du mouvement des radicaux de gauche. Prosper Alfonsi bat de justesse le candidat de l'opposition, Jean-Paul de Rocazère. L'élection du premier président de l'Assemblée de Corse au pouvoir étendu débute à 10h. Le doyen d'âge, Philippe Semidei, entouré des 2 plus jeunes membres de l'Assemblée, préside la séance. Puis débute le scrutin. Les 2 premiers tours se font à la majorité absolue, donc pour être élu, il faut avoir 31 voix. Le 3e, à la majorité relative, est élu celui qui a le plus grand nombre de suffrages. Au premier tour, 8 candidats se présentent officiellement. Outre messieurs Prosper Alfonsi, Jean-Paul de Rocazère, Simeoni et Rossi, on trouve le communiste Dominique Bucchini et messieurs Denis de Rocazère, Philippe Secaldi et Charles Santoni. Au 2e tour, 2 candidats se retirent, le communiste Bucchini et M. Secaldi. Restent en lice 6 candidats. Enfin, au 3e tour, 4 candidats, après le retrait de messieurs Denis de Rocazère et Charles Santoni. À 12h30, le suspense est sur le point de se terminer et regardez bien, Prosper Alfonsi est très tendu. Prosper Alfonsi a obtenu une voix supplémentaire. 2 minutes après, il est élu, et heureux, il le dit à Pierre Alain. Je crois que ce succès a été difficile, mais il n'a pu être remporté que grâce à la détermination des forces de gauche qui, de bout en bout, ont appliqué la stricte discipline républicaine. Et lorsque la gauche vraiment s'unit comme ça, je crois qu'il finit par remporter des succès. Je peux peut-être regretter que les forces de progrès n'aient pas cru devoir s'associer à cette élection du président, c'est ça leur responsabilité. Mais je pense évidemment, ils ont évidemment une conception qui est la leur, que je respecte profondément d'ailleurs. Donc nous avons dû faire ça nous tout seuls, ce qui explique un peu le succès étriqué, mais c'est quand même un grand succès. Je crois qu'aujourd'hui la Corse avait vraiment rendez-vous avec l'histoire, parce qu'elle vient d'accéder à ce pouvoir régional qui lui donne une autre dimension et de nouvelles responsabilités. Alors je mesure, si vous voulez, l'honneur qui m'est fait, mais je mesure aussi le poids et l'ampleur des tâches qui m'attendent. Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, vient d'adresser un télégramme au nouveau président, un télégramme de félicitations bien sûr. Je souhaite, a dit M. Defferre, que la règle fondamentale de toutes les démocraties, celle de la majorité, soit respectée et que la paix civile soit enfin rétablie. Effectivement, en Corse, la trêve des attentats est rompue. Le FLNC l'a annoncé tout à l'heure dans un texte remis à la presse locale. On s'en doutait depuis la nuit dernière, après la série d'attentats commis au tout début de la matinée. Le FLNC avait d'ailleurs revendiqué ces attentats.
Au total, il y a eu 80 explosions à travers toute l'île. Dans la seule ville d'Ajaccio, 45 explosions. Les villes de Porto Vecchio, Porticcio ont été touchées également. Même chose à Bastia, à Corte. Au total, la plus importante nuit bleue qu'ait connue la Corse. Partout, des charges explosives qui étaient assez importantes. Elles ont causé de sérieux dégâts aux bâtiments touchés. 2 personnes ont même été légèrement blessées à Calvi. Les cibles, c'était des magasins appartenant aux continentaux, des banques, des organismes publics. En tout cas, ces attentats ont été condamnés partout, les responsables politiques de l'île. Alors revenons maintenant à l'événement du jour, l'élection donc du président. D'abord une précision, outre le président Alfonsi, l'Assemblée s'est aussi choisi un bureau. Les 10 membres du bureau choisis cet après-midi appartiennent tous au parti de gauche. Alors Philippe Arroir, maintenant il faut essayer de tirer les premières conclusions de ce scrutin. Oui, disons 4 constatations. Première constatation sur les 4 candidats qui se sont maintenus jusqu'au bout, c'est-à-dire M. Drocasera, opposition, M. José Rossi, UDF dissident et M. Edmond Simeoni, autonomiste. 3 ont toujours obtenu le même nombre de voix. C'est donc le candidat de gauche, le MRG, Prosper Alfonsi, qui a bénéficié des désistements, à commencer par celui du Parti communiste qui, au nom de la discipline républicaine, a voté pour le candidat de gauche le mieux placé. La gauche a fait bloc jusqu'au bout et cela a été payant. Deuxièmement, la division de l'opposition a desservi celle-ci, car si M. Alfonsi est élu ce soir, c'est aussi parce que M. Drocasera est battu. M. Drocasera menait une liste d'opposition unie, l'UDF José Rossi a fait dissidence et il s'est maintenu, sans doute, au nom de sa lutte contre les clans. Et cela n'a pas été payant. Troisièmement, Edmond Simeoni a une double raison d'être satisfait ce soir. D'abord, il a pu maintenir son cap sans risquer de faire élire le chef de clan Jean-Paul Drocasera qu'il a tant combattu. Et son attitude à lui, Edmond Simeoni, n'a pas désavantagé le candidat de gauche. On sait que M. Simeoni s'était prononcé par exemple pour M. Mitterrand pendant la campagne présidentielle. Donc, dans l'avenir, Edmond Simeoni pourra jouer le rôle d'arbitre fort de ses 9 voix à chaque fois que l'Assemblée aura à voter un texte. Enfin, c'est déjà une victoire pour les auteurs de la loi sur la décentralisation et ceux qui ont prôné le statut particulier de la Corse, c'est-à-dire François Mitterrand et Gaston Defferre. L'élection de l'Assemblée corse le 8 août dernier s'était déjà déroulée normalement. Aujourd'hui, l'élection du président s'est passée sans problème, sans marchandage de dernière minute et sans incident de séance, malgré la pression des indépendantistes, vous y faisiez allusion tout à l'heure, et cette vague d'attentats la nuit dernière. Et cela désavoue également ceux qui prédisait une élection impossible. Donc en même temps, c'est aussi une victoire pour les Corses. Enfin, dernière satisfaction pour le gouvernement et la majorité présidentielle, le nouvel élu est un des leurs. Un événement politique, donc cette élection, incontestablement, elle a été marquée par une première aussi dans le domaine de la télévision. Pour la première fois, la chaîne régionale, en l'occurrence FR3 Corse, s'est véritablement focalisée sur cette élection. Elle avait déjà fait des émissions spéciales le 8 août, lorsque tous les Corses votaient. Cette fois, l'élection du président a été retransmise intégralement et en direct. Pierre Alain a rencontré l'un des responsables de FR3 Corse. Prospère à tous. Depuis 6 mois, nous avons décidé de suivre pied à pied tout ce qui se passe autour de ce statut particulier et en particulier, dans le cadre de ce que nous appelons FR3, la télévision de communication, de retransmettre le plus possible, d'être sur l'événement, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons décidé de retransmettre en direct l'ensemble de cette séance de ce matin, de cette élection à l'Assemblée de Corse. Je crois que les Corses s'y intéressent de manière tout à fait considérable, comme on l'a vu d'ailleurs lors du vote. Nous avions également organisé une soirée élection, ce qui ne s'était jamais produit, enfin de 4 heures d'émission le soir des résultats. Je crois que c'est vraiment le rôle de la télévision régionale d'être présente sur des événements de ce genre-là, surtout quand on sait l'importance qu'ils ont. Deuxième page de l'actualité, le Liban. Le retrait de l'OLP va commencer demain matin à Beyrouth-Ouest. Le commandant en chef israélien, le général Drori, l'a annoncé tout à l'heure. Comme prévu, donc, le plan Habib va pouvoir être mis en œuvre pour trouver une solution à ce conflit libanais. Le dernier obstacle à l'évacuation des Palestiniens a été levé tout à l'heure.
l'OLP a rendu 2 militaires israéliens qu'elle détenait, dont un pilote abattu au-dessus du Liban au début du conflit. L'OLP a aussi restitué les corps de 9 soldats israéliens tués en 78. Beyrouth respire, les habitants de la ville attendent avec impatience l'arrivée de la force d'interposition et notamment les soldats français. Le spectacle de la rue à Beyrouth-Ouest, 7 jours après la fin des bombardements, apporte la plus éclatante confirmation de l'optimisme des communiqués diplomatiques. Boutiques rouvertes, marchands ambulants revenus, les combattants palestiniens en profitent pour faire leurs dernières emplettes avant le départ. Car à Beyrouth, on y croit maintenant. Demain matin sera déployé le premier contingent français et alors pourra commencer l'évacuation des 7000 à 7500 combattants palestiniens, ainsi d'ailleurs que des troupes syriennes qui, elles aussi, étaient assiégées dans Beyrouth-Ouest. Pour bon nombre de Palestiniens, quitter Beyrouth sera comme partir de chez eux, car les 700 000 réfugiés arrivés à partir de 1948 avaient fini par créer un État palestinien à l'intérieur de l'État libanais. Mais aujourd'hui, ce qui compte pour tous, c'est que la paix, aussi fragile soit-elle, règne à Beyrouth-Ouest. La radio palestinienne, à longueur de journée, diffuse les ordres des leaders, leurs explications sur la nécessité de quitter Beyrouth pour se disperser à travers le monde arabe, alors que les fédayines, machinalement, fourbissent les armes légères qu'ils pourront emporter en exil. Ils acceptent sans amertume apparente l'ordre de partir. Ce qui compte, dit ce combattant, c'est que nos chefs ont pris leur décision. Nous leur faisons confiance car ils dirigent notre lutte depuis 18 ans. Nous leur obéirons car ce qu'ils font est dans l'intérêt de notre cause. Pourtant, la guerre peut reprendre à tout moment, surtout ici dans la plaine de la Beka, où l'armée israélienne est directement confrontée à 2 divisions syriennes solidement retranchées. Depuis quelques jours, les violations du cessez-le-feu se multiplient dans ce secteur et dans l'entourage du médiateur américain Philippe Habib, on craint de nouveaux combats, tant les positions de Jérusalem et de Damas paraissent inconciliables. Pour Israël, la Beka revêt désormais une importance cruciale, ainsi que l'explique ici un officier de Tzahal à des familles de soldats tués au Liban et venus sur place se convaincre que leur fils n'était pas mort pour rien. À Washington, Ronald Reagan annonçait tout à l'heure qu'il avait accepté l'envoi de forces américaines à Beyrouth pour participer à la force multinationale d'interposition. La France et l'Italie avaient déjà dit oui hier. Et d'ailleurs, le premier contingent français, il s'agit de 350 légionnaires du 2e REP, a quitté tout à l'heure le port de Larnaca, en Chypre, pour Beyrouth. Vous le voyez sur ces images. Ces hommes doivent y arriver demain matin à Beyrouth. Les militaires français ont reçu pour consigne de ne pas répliquer aux provocations éventuelles. Bernard Benjamin, il faut maintenant revenir sur ce plan Habib qui a permis de débloquer la situation, le plan Habib du nom du négociateur américain Philippe Habib. Alors, comment peut-on expliquer schématiquement ce plan? Vous savez, sans entrer dans le détail, disons que le plan Habib qui comporte 14 points est fondé sur 3 principes. Premier principe, l'évacuation des Palestiniens de Beyrouth-Ouest est supervisée par la Force internationale d'interposition, aidée dans sa tâche par 3000 soldats de l'armée libanaise. Sa mission est d'assurer la sécurité des Palestiniens pendant les opérations d'évacuation. Deuxième principe, le retrait palestinien devra être achevé dans 15 jours. L'OLP, pour sa part, annoncera clairement que ses militants et sa direction quittent le Liban. Troisième principe, le mandat de la force d'interposition est de 1 mois. Il est renouvelable à la demande de l'État libanais. Mais si l'une des clauses de ce plan n'était pas respectée, la mission de la force prendrait fin immédiatement. C'est-à-dire, et cette clause est la conséquence directe des craintes israéliennes, si l'OLP refusait par exemple en fin de compte d'évacuer Beyrouth-Ouest, eh bien la force d'interposition serait obligée de se retirer et de laisser face à face Israéliens et Palestiniens. Alors Bernard, est-ce qu'on peut dire que ce plan marque la victoire d'Israël? Bon, de toute évidence, c'est une victoire pour les Israéliens et une victoire militaire, puisque l'objectif annoncé a été atteint, le départ des Palestiniens de Beyrouth-Ouest. En revanche, sur le plan politique, on ne peut pas en dire autant. Le siège de Beyrouth a non seulement provoqué la condamnation quasi unanime d'Israël par l'opinion internationale, et notamment américaine, mais surtout, pour la première fois en temps de guerre, à l'intérieur même d'Israël, des hommes et des femmes se sont élevés pour dire leur opposition à cette guerre. Côté palestinien,
Yasser Arafat et ses hommes vont essayer de transformer une défaite militaire en victoire politique. Ce n'est pas sûr qu'ils y arrivent, surtout après le silence unanime des pays arabes pendant cette guerre, et puis parce que désormais l'OLP est éclatée dans des pays qui feront tout pour limiter son action. Puis enfin Bernard, il y a le Liban. Oui, c'est vrai, reste le Liban affaibli et divisé avec ses antagonismes sociaux et religieux. Le Liban à la veille d'une élection présidentielle qui pose déjà beaucoup de problèmes, avec une présence syrienne qui n'est toujours pas réglée et une armée israélienne qui ne partira pas tant que les troupes de Damas n'auront pas quitté le territoire libanais. En fait, Hervé, j'ai l'impression que l'on va encore beaucoup parler du Liban avant que la paix ne revienne dans la région. Deuxième titre de l'actualité internationale, une femme dans l'espace. C'est la deuxième fois que cela arrive depuis que les hommes ont entrepris la conquête spatiale. Svetlana Savitskaya, c'est son nom, est partie avec 2 autres cosmonautes hier après-midi. Et cet après-midi, son vaisseau spatial s'est arrimé au train Salyut 7. Patrick Esther nous présente cette nouvelle cosmonaute soviétique. Calme, détendu, quelques minutes seulement avant le décollage, Svetlana Savitskaya, à gauche sur votre écran, ne semble guère émue par le voyage qui l'attend. Si l'espace se banalise, la présence d'une femme dans le cosmos, en revanche, reste exceptionnelle. 111e cosmonaute, Svetlana n'est que la seconde femme de l'espace, 19 ans après le vol de Valentina Tereshkova. Un vol qui fit sensation à l'époque, Valentina resta près de 3 jours, seule à bord d'un minuscule vaisseau Vostok. Elle avait du reste assez mal supporté cette épreuve, ce qui explique que les soviétiques aient attendu aussi longtemps avant de renouveler une telle expérience. L'annonce récente par la NASA de la participation d'une femme dans un prochain vol de la navette a certainement contribué à la décision des soviétiques. Svetlana s'entraînait depuis plusieurs mois à la Cité des Étoiles avec 5 autres femmes composant 2 équipages entièrement féminins. En effet, jusqu'ici, l'URSS était farouchement opposé aux équipages mixtes. Cette dérogation à la règle signifie ou bien que les soviétiques ont agi précipitamment, ou bien sont arrivés à un tournant dans leurs recherches sur les vols de longue durée. La connaissance des réactions physiologiques de la femme en apesanteur devenant une nécessité, avant d'envisager des vols dépassant, pourquoi pas, plusieurs années. Du reste, le matériel scientifique laissé par les Français à bord de Salyut 7 après le passage de Jean-Luc Chrétien se prête admirablement à ce type d'études médicales. Ce qui est sûr, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, hommes et femmes cohabitent à bord d'un engin spatial. Les expériences de procréation en apesanteur ne sont certainement pas encore pour ce vol, mais elles pourraient être pour bientôt. Car il faut savoir que si l'homme doit un jour se transporter dans d'autres galaxies, sa reproduction dans l'espace sera une nécessité. Dans l'actualité internationale encore, la Pologne, les autorités s'inquiètent, l'effervescence que connaît ce pays depuis la mi-août risque de s'amplifier jusqu'au 31. Ce sera le 2e anniversaire des accords de Gdansk. Les dirigeants polonais envisagent de mettre en place un dispositif militaire et policier renforcé à travers tout le pays. Aux États-Unis, Ronald Reagan a remporté une victoire budgétaire. Le Congrès américain a approuvé son projet de loi fiscale. Ce projet prévoit, je vous le rappelle, des augmentations massives d'impôts, alors que le président avait basé toute sa campagne électorale sur la réduction des impôts. Des parlementaires ont déjà saisi la justice en arguant du fait que ce projet de loi enfreignait la Constitution. Les troubles en Inde. Après les émeutes de Bombay, c'est maintenant la nouvelle révolte des Sikhs. Un membre de cette minorité indienne a détourné un Boeing avec 69 personnes à bord. Les otages ont été libérés. Le pirate de l'air a en effet été abattu par les forces de sécurité. D'autre part, le chef du gouvernement du Pendjab a échappé à un attentat à la grenade qui a fait 30 blessés. Alors ces événements posent une fois encore le problème de la minorité sikh qui avait déjà fait parler d'elle ces derniers mois. Et d'ailleurs, Indira Gandhi avait volontairement choisi il y a un mois un sikh comme président de l'Inde. Ces sikhs sont pour la plupart installés au Pendjab. Philippe Châtenay et Jean Ray nous avaient présenté récemment un reportage qui expliquait les problèmes de cette minorité. En voici un extrait. Amritsar, la ville sainte des Sikhs, à la nouvelle lune de novembre. 1 million de pèlerins sont venus commémorer la naissance du fondateur de leur religion, Guru Nanak. Pour comprendre le peuple sikh, il faut d'abord se tourner vers sa foi, une religion de combat, orgueilleuse et militante, née d'une synthèse entre les 2 grandes religions qui se sont tant affrontées dans le subcontinent indien, l'islam et l'hindouisme. Les Sikhs obéissent au Granth Sahib, le livre saint qu'ils appellent le guide vivant et qui parcourt ici les rues d'Amritsar couverts de fleurs et de roupies par les croyants.
Aujourd'hui, 511 ans après la naissance de Guru Nanak, la ferveur religieuse se conjugue avec la fièvre politique. Le Punjab, cette province créée pour les Sikhs au cœur de leur ancien royaume, vit dans une atmosphère de guerre civile larvée, 33 ans après le partage sanglant entre Pakistan et Inde. Depuis des mois maintenant, l'armée veille au cœur de la ville sainte. Plusieurs fois, les militaires ont dû intervenir pour mettre fin à des affrontements sanglants entre extrémistes sikhs et hindous, mais les assassinats politiques, par exemple, restent fréquents. L'incident le plus grave a eu lieu en septembre dernier. Des militants armés détournent un avion et réclament une patrie pour les Sikhs. Mais l'Inde ne peut accepter de perdre le Punjab, à la frontière du Pakistan, le grenier à blé du pays. Ainsi, en choisissant un Sikh comme président, Indira Gandhi entérine le poids économique et politique des 13 millions de Sikhs, la plus dynamique des minorités indiennes, à l'image de la ruche commerciale qu'est Amritsar. Amritsar entoure le sanctuaire suprême des Sikhs, le Temple d'Or. Ici bat le cœur religieux, mais aussi politique et financier de la communauté. Le Temple d'Or, comme des centaines d'autres sanctuaires, est dirigé par un véritable gouvernement clérical dont le budget annuel est de 40 millions de francs. Les leaders traditionnels soulignent les dangers de la situation au Punjab, mais on ignore la cause essentielle. Aujourd'hui, les Sikhs ont peur de perdre leur identité. En France, au chapitre des informations générales, le meurtrier du petit Messaouda avoué, l'enfant avait été assassiné dans la nuit de mardi à mercredi près de Lyon. L'assassin est un homme de 36 ans. Il avait été interpellé ce matin après avoir été formellement reconnu par des témoins. À Bernay, dans l'Eure, Serge Martin a été déféré au parquet la nuit dernière. Barricadé dans son HLM, il a tué un policier et grièvement blessé un gardien de la paix. Ce forcené avait été condamné auparavant, mais seulement pour des petits délits. Il avait entièrement purgé sa peine avant de sortir de prison le 1er juillet dernier. Enfin, le football, ce soir encore, il faut le classer au chapitre des faits divers. Le scandale de l'AS Saint-Étienne continue d'éclabousser tout le football professionnel français. Il s'agit des dessous de table versés aux joueurs grâce au fonds d'une caisse noire. En fait, il s'agit d'une grosse affaire de fraude fiscale puisque par ce moyen, les joueurs payaient beaucoup moins d'impôts. Fernand Sastre, aujourd'hui, le président de la fédération, a tenté de calmer les esprits. Toute la lumière sera faite sur l'affaire, a-t-il dit. Il a rappelé les actions de la fédération pour que les clubs fournissent des comptes clairs. Une lettre recommandée avec accusé de réception leur a été adressée à chaque président le 1er juin dernier, en leur demandant de prendre toute disposition suivante avant le 15 juin. Procéder à la comptabilisation immédiate de toutes les opérations occultes, si ces opérations avaient été réalisées dans les clubs depuis la saison 77-78, et aux régularisations qui s'avèrent nécessaires, et avertir par pli personnel le président de la fédération et le président du groupe de la Ligue nationale des reprises ainsi effectuées. Passé ce délai, nous avons indiqué au club que si l'existence d'opérations non comptabilisées était révélée, il serait fait application alors des dispositions actuelles de la charte et des règlements généraux qui prévoient la suspension ou la radiation des dirigeants responsables et la non-homologation des contrats durant une ou plusieurs saisons. Mais nous avons également précisé que nous allions proposer aux plus prochaines assemblées compétentes, c'est-à-dire en novembre en ce qui concerne la Ligue nationale et en mars en ce qui concerne la fédération, des mesures et des sanctions complémentaires. La suspension de 1 à 6 mois des bénéficiaires éventuels des opérations non comptabilisées, l'exclusion du club de la Coupe de France pour une ou plusieurs saisons, et la perte par retrait de 1 à 10 points dans le classement du championnat en tenant compte de l'importance de la faute. Tous les clubs ont accusé réception, clubs de première et deuxième division, ont accusé réception de cette lettre. Un seul a déclaré procéder aux rectifications demandées. Un club, Roger Zabel, c'est lequel? Il s'agit de Grenoble, club de seconde division. Bien, Roger, revenons sur cette affaire. Donc la fédération part en guerre contre les clubs qui sont gérés frauduleusement, mais est-ce qu'elle a les moyens de le faire? Non, Fernand Sastre le reconnaît, malgré ses menaces de sanctions, il sera toujours très difficile de découvrir les comptabilités occultes, et cette lutte contre les caisses noires ne pourra être vraiment efficace qu'avec l'aide des pouvoirs publics. Il ne faut donc pas se faire trop d'illusions, car si certains clubs
clubs ont réussi à passer au travers de contrôles fiscaux, comme cela a été très certainement le cas, on voit mal comment les contrôleurs de la fédération pourraient avoir plus de chance. Reste la solution proposée pour que ces caisses soient plus difficiles, voire impossibles à créer. Fernand Sastre suggère que les clubs se constituent en sociétés d'économie mixte, comme c'est déjà le cas à Lille et à Mulhouse. Dans ces sociétés entreraient des représentants des municipalités, des collectivités locales, qui par leur présence au comité directeur de ces clubs assureraient l'équilibre financier et garantiraient un contrôle des dépenses. Ce pourrait être effectivement la solution, à condition bien sûr que les collectivités locales intéressées, concernées, soient réellement intéressées, ce qui ne semble pas le cas pour le moment. De son côté, Roger Rochet a lui aussi tenu une conférence de presse cet après-midi à Saint-Étienne afin d'expliquer son attitude et dans une certaine mesure, il semble d'accord avec le président Sastre sur la nécessité de restructurer les clubs. Nous l'écoutons. Il ne servirait à rien de se contenter de condamner ma personne pour se dépêcher de clore le dossier. Aujourd'hui, le sport en général et le football en particulier sont venus des phénomènes de société et il faut adapter la législation aux nouvelles données économiques, sociales et sociologiques. Se masquer la réalité du problème en se contentant d'immoler un bouc émissaire serait prendre un risque de voir la maladie qui frappe notre football devenir mortelle. Bernard Hinault, il s'agit de cyclisme, bien sûr, a abandonné dans le Tour de Limousin et je l'apprends à l'instant, sa chute est plus grave qu'on ne le craignait et la suite de sa saison est sans doute compromise. Il ne participera pas vraisemblablement au championnat du monde sur route professionnelle le 5 septembre prochain en Angleterre. Quant au conflit entre les coureurs et la fédération à propos du dopage, ce conflit n'est toujours pas réglé. La tauromachie maintenant avec une autre affaire qui n'est pas réglée elle non plus, le conflit entre la mairie de Nîmes et les arènes à propos d'un spectacle de patinage prévu à la même date qu'une corrida. Eh bien aujourd'hui le tribunal des référés s'est déclaré incompétent dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, c'est l'époque des corridas, tous ceux qui passent leurs vacances dans le sud le savent. En vedette, quelques toreros, certains gagnent beaucoup d'argent, d'autres moins, mais ce qui est sûr c'est que leur protection sociale en France est très mal assurée. Le problème a été de nouveau soulevé récemment lorsque l'un d'entre eux a encore été blessé dans une corrida. Alors bien sûr, ils sont peu nombreux, il y a en France 5 matadors, 12 novilleros et plusieurs dizaines de subalternes, mais le problème existe. L'enquête de Corinne Pertuis et Robert Rosier. Acteur d'un grand spectacle profondément ancré dans les mentalités, un certain prestige a toujours accompagné les toreros. Pourtant, en France, la corrida n'est que tolérée et la profession de torero n'existe pas. Le nom français serait d'ailleurs toreador, comme dans l'opéra de Bizet. Le torero français n'est rattaché à aucune catégorie fiscale précise, son cachet est pourtant frappé d'une TVA record de 17,80%. Autre paradoxe, considéré comme artiste, il est rattaché au ministère de l'Agriculture, car en définitive, la vedette, c'est le taureau. Depuis 10 ans, de plus en plus de jeunes s'entraînent à leurs frais. Et pourquoi vous voulez faire cette profession ? Parce que ça me plaît moi aussi. Depuis tout petit, je l'ai suivi et je suis devenu comme ça. Vous pensez que vous allez y arriver à être torero professionnel ? Pour être professionnel, on peut y arriver, mais pour gagner des sous, c'est autre chose. Il y a très peu qui gagnent de l'argent ? Dans les grands matadors, il y en a une dizaine qui gagnent bien leur vie. Sinon les autres, ils meurent peu de faim. Vous gagnez combien d'argent ? Moi, je gagne rien. Les courses que je fais, c'est gratuit. Pour se faire connaître ? Voilà, pour avoir un nom. Vous arrivez à en vivre ? À en vivre, non. Heureusement que j'ai un peu mes parents qui m'aident. Et quand je fais quelques corridas, on me donne pas trop d'argent. Combien vous gagnez par corrida ? Par corrida, je gagne 5000 francs par corrida. Et vous faites combien de corridas dans la saison ? Dans la saison, un maximum, je fais 15 corridas. Ça me passionne parce que d'abord, c'est un art, la tauromachie. Et j'aime bien. Sans le taureau, je ne peux pas vivre. Vous vous considérez comme un artiste et pas comme un sportif ? Voilà, je suis un artiste et pas un sportif. Dimanche dernier, Tino Lopez torait à Fréjus. Depuis une semaine, il avait mal à l'épaule. Après son premier taureau, il dut abandonner. Il souffrait d'une déchirure musculaire.
Le cas de Joël Matré est plus grave. Le 14 juillet, Joël reçoit un très grave coup de corne à Bayonne. Il a le nerf crural sectionné et est sauvé de justesse. Joël s'aperçoit alors qu'il n'a pas été déclaré. Il se demande maintenant qui va payer. C'est ce qu'on appelle une naturelle. Il est invraisemblable que des matadors de taureaux ou même des novières, on n'ait pas des statuts de sécurité sociale beaucoup plus solides, parce que en fait, ce sont les taureaux qui font tourner le spectacle, qui font tourner la corrida. Nous sommes tolérés, mais nous n'avons aucun avantage. Il est certain que bon, lorsqu'on nous voit dans une arène avec un costume de lumière, on s'imagine de suite que bon, tout va bien, qu'on gagne de l'argent, qu'on n'a pas de problème. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est quand on quitte le costume, les problèmes arrivent et c'est pas toujours facile. La météo maintenant, Laurent Broumed, est-ce que ce week-end va être meilleur que les jours derniers? Mais oui, figurez-vous, il va être meilleur. Beaucoup plus de soleil dans la plupart des régions, même si aux quatre coins de l'Hexagone, si j'ose dire, il y a des paquets de nuages. Regardons la carte de samedi. Encore des nuages qui partiront vers l'Italie sur l'extrême sud-est avec une tendance orageuse, donc quelques petites pluies orageuses. Idem sur les Pyrénées, cela partira. Sur l'Espagne et la Méditerranée, partout ailleurs, plutôt du soleil avec quelques nuages tout de même abondants depuis, disons, la Normandie jusqu'au nord, la Picardie, la Champagne et le nord-est, avec même quelques risques d'averses dans l'extrême nord-nord-est du pays. Et puis tout de même, dans la journée, le soir, ces nuages qui seront sur l'Atlantique et qui progresseront sur la Bretagne avec quelques pluies le soir ici. Les températures seront globalement en hausse de 1 ou 2 degrés par rapport à aujourd'hui dans le nord, un peu plus dans le sud. Pour dimanche, eh bien, beau temps à peu près dans toutes les régions avec quelques nuages, petite tendance orageuse sur les Pyrénées, sauf sur la Bretagne où les nuages seront là avec des petites pluies faibles qui progresseront dans la journée pour s'étendre de la Vendée à la Flandre le soir. Mais au total, c'est plutôt un week-end meilleur que nous avons que les jours derniers. Du côté de l'agenda, eh bien, chaque jour nous perdons environ 3 minutes et c'est la Saint-Christophe en espérant que ce saint soit bienveillant pour les automobilistes sur les routes ce week-end. Fin de cette édition du journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, 23h, un petit peu avant 23h, Jacques Merlino. Demain, antenne de midi, 12h45, Christian Marimono. Pour ma part, je vous retrouverai à 20h demain avec plaisir. Passez une excellente soirée.